Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. La thématique aujourd'hui, investissement, comment le LMNP tire son épingle du jeu. Avec nous, deux expertes, Léa Calan et Marion Fougeret, qui sont conseillères en immobilier d'investissement chez Expat Invest by Residitude. Donc, je vais leur passer la parole dans pas très longtemps. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits, donc je voulais vous en remercier. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous poser des questions. Vous avez le petit onglet Poser une nouvelle question en bas à droite. Faites-nous déjà signe, dites-nous où vous êtes. Peut-être c'est le soir pour vous en Asie, le matin pour vous sur le continent américain. Dites-nous, faites-nous un petit coucou, dites-nous un petit peu où vous êtes, saluez-nous. On est ensemble pendant 1 heure, donc posez bien toutes vos questions. Vous avez la chance d'avoir nos deux expertes d'Expat Invest aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Je vous rappelle, voilà, on a Arthur qui est à Shanghai. Bonjour Arthur. Je vous rappelle que ce webinaire sera également disponible en replay. On est parti pour à peu près 1 heure. Donc, si malheureusement vous ne pouvez pas assister à tout, vous recevrez un mail juste à la fin du webinaire qui vous proposera de le voir en replay. Et puis, évidemment, si vous voulez également le faire connaître ou le partager à des gens qui n'ont pas pu y assister ou qui n'étaient pas inscrits, évidemment, n'hésitez pas à leur faire savoir, à vos collègues, vos amis, vos connaissances, bien entendu, qui peuvent être intéressés par ce sujet. Il y aura également un article dans les prochains jours sur le lepetitjournal.com. On a deux qui est qui est à Sainte-Maxime, donc dans le sud de la France. Bienvenue à tous. Voilà, vous êtes déjà une trentaine à être connectés. Je vais juste vous passer la parole pour déjà commencer à vous présenter avant de présenter un petit peu plus en détail Expat Invest et Residitude. Léa, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Alors, avant toute chose, je vais vous faire une brève présentation du groupe Residitude, qui est un double métier. Nous sommes promoteurs et gestionnaires exploitants spécialisés en résidence urbaine de service sur 3 secteurs principaux, l'étudiant, l'appart-hôtel et le senior. Donc, l'avantage de ce type d'investissement, c'est que vous n'avez qu'un seul interlocuteur du début jusqu'à la fin de votre investissement. Donc, le groupe a été créé il y a maintenant plus de 30 ans et compte aujourd'hui à son actif plus de 33 000 logements, soit un total de 250 résidences sur tout le territoire national. Ce qui fait de nous aujourd'hui le premier gestionnaire privé en résidence urbaine de service. Alors, avec la solution que nous vous apportons, vous avez un concept qui est totalement clé en main. Donc, Marion et moi-même sommes spécialisés en investissement locatif pour notre clientèle expatriée. Nous proposons un accompagnement personnalisé, complet et surtout gratuit. C'est pour cette raison que nous avons mis en place il y a maintenant quelques années la structure Expat Invest pour pouvoir vous proposer nos services. C'est uniquement dédié à vos besoins. Donc, si vous avez des questions plus personnelles et à votre situation, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Un petit souci de micro, Léa. J'ai l'impression. Au début, elle a un petit peu moins bien. Je vais peut-être juste passer la parole à Marion pour qu'elle oui. soit présente. Puis, bonjour Hervé, bonjour à tous et toutes. Et donc, moi, je suis conseillère aussi avec Léa pour Expat Invest by Residitude. Donc, voilà. D'accord, très bien. Je ne sais pas, Léa, si tu veux juste reprendre la parole, vérifier si c'était un problème de micro de ton côté. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est parfait. C'est mieux? Mais là, c'est bien. Je dis à un moment, il y avait de l'écho, mais là, on t'entend bien. Ah, super. Ok. Ouais, donc on a François qui nous recommande de fermer les micros quand on parle pas. Merci François, on va suivre votre conseil. Donc on a Patrick également qui est à New Delhi. On va avoir les premières questions des internautes. Est-ce que Léa, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette présentation? Je suis désolé, j'ai déroulé en cours de route. Non, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez surtout des questions plus personnelles liées à votre situation, n'hésitez pas à nous solliciter. On a mis nos coordonnées qu'on remettra également à la fin de la présentation pour que vous puissiez justement prendre attache avec nous. Ok, parfait. Effectivement, on remettra les coordonnées à la fin de la présentation pour que vous puissiez noter tout ça. Donc, je vous rappelle, posez bien vos questions. Bonjour Romain qui est à New York. Donc, on va commencer avec les questions des internautes. Le petit onglet en bas, poser une nouvelle question. N'hésitez pas. On va essayer de répondre et de faire le tour du sujet, donc du LMNP. Donc, première question de François qui demande pourquoi faut-il payer en France un impôt appelé CFE quand on est loueur en meublé non professionnel. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question.
liées à la fiscalité? Alors oui, effectivement, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc ça, effectivement, vous avez la possibilité de la payer quand vous êtes en LMNP. Donc ça dépend des situations. Donc on invite François justement à nous recontacter, qu'on puisse regarder ensemble sa situation et qu'on puisse regarder justement cette fameuse CFE ensemble. D'accord. Moi, j'avais une question parce que on s'était on a fait un webinaire l'année dernière ensemble et c'était déjà extrêmement intéressant. Je voulais savoir si depuis un an, le marché de l'immobilier avait beaucoup évolué, beaucoup changé, et particulièrement évidemment sur ce marché du LMNP. Alors, c'est vrai que suite à notre webinaire il y a un an, le constat est que la crise économique et sanitaire que traverse notre pays a impacté tous les secteurs. L'immobilier, justement, ne fait pas exception. C'est vrai que c'est du jamais vu. Alors que le pays continue de fonctionner au ralenti depuis maintenant plus d'un an, le marché immobilier n'a pas connu d'arrêt. Alors justement, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur le marché des résidences principales? Il fallait bien s'y attendre. L'enfermement qui a accompagné le premier confinement en mars 2020 a été très difficile à vivre pour de nombreux Français. La première cause générale de ce mal-être, ça a été un logement qui était généralement trop petit. Ensuite, c'est le manque d'espace extérieur qui a été le plus mal vécu. C'est pourquoi les demandes en maison ou appartements spacieux ont doublé. On a vraiment constaté un boom des maisons avec jardin ou même des grands appartements avec terrasse. Alors, si pour beaucoup, l'objectif d'achat n'a pas changé avant et après les différents confinements, nombreux sont ceux qui estiment aujourd'hui que leur logement actuel n'est pas adapté à nos envies et surtout à nos besoins. Dans tous les cas, le confinement a accéléré en tout cas ce changement. Alors du côté du marché des résidences secondaires, là il semblerait que là encore, que l'expérience du confinement ait fait émerger de nouvelles envies de la part des potentiels acquéreurs. Donc la résidence secondaire devient un besoin essentiellement pour les cadres. Quant au marché de l'investissement locatif, malgré la situation économique et les incertitudes, l'investissement immobilier locatif s'inscrit plus que jamais comme une valeur refuge. Donc la France a en effet surmonté plusieurs crises au cours de son histoire et l'investissement immobilier a su rester, et ce malgré les bouleversements économiques, une valeur sûre. En 2008, par exemple, lors de la crise des subprimes, l'onde de choc s'est fait ressentir dans le monde entier. Et la France n'a bien entendu pas été épargnée. Pour autant, les Français ne se sont pas détournés du marché de l'investissement locatif, bien au contraire. Ouais, donc on comprend que l'immobilier reste une valeur sûre, sans surprise. Est-ce que, Marion, les conditions de financement ont évolué au cours de cette année? Est-ce que c'est devenu plus difficile de se financer? Il faut que tu actives ton micro. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Désolée. Alors, les conditions de financement, c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé aussi l'année dernière. Donc là, depuis un an, elles n'ont pas tellement évolué, puisqu'elles n'ont pas été vraiment modifiées. Elles avaient déjà changé. Alors, c'était principalement depuis fin 2019. Donc, avant l'arrivée du Covid, c'était le Haut Conseil de la stabilité financière, donc sous la direction du ministre de l'économie, qui avait donné des directives pour inciter les établissements financiers à limiter l'endettement des Français avec un certain nombre de recommandations. Donc, aujourd'hui, ces recommandations, elles sont à peu près les mêmes qu'il y a un an. Elles n'ont pas beaucoup bougé. Donc, les conditions d'accès au prêt, elles sont plus strictes, avec une attention qui est marquée et accordée sur la stabilité des revenus. Et puis, le niveau de réserve. L'idée, c'est que les banques, elles se sécurisent de plus en plus. Donc là, la situation actuelle n'a pas changé cette démarche de la part des banques. Et puis, ça permet finalement aussi de protéger aussi les acquéreurs. Pour revenir sur ces recommandations, les 3 recommandations principales, donc c'est d'une part le taux d'endettement qui doit se limiter à peu près 33% des revenus. Donc, c'est-à-dire que la mensualité des remboursements de vos crédits ne doit pas représenter plus d'un tiers des revenus. La deuxième recommandation, c'est les durées de crédit, qui aujourd'hui dépasse plus les 25 ans. Donc, on est vraiment entre du 20 à 25 ans maximum. Et la troisième chose, c'est au niveau de l'apport. Donc, en général, pour les résidents français, on l'estime maintenant à 10%, ce qui permet au moins de couvrir les frais de notaire et les frais de garantie. Donc, on dépasse plus le financement
80% d'achat. Mais en tant que non-résident, donc c'est une réserve financière qui va servir d'apport ou qui va être en épargne, ça dépend aussi, et qui va représenter plutôt entre 20 et 30% de la valeur de l'investissement. Nous, notre conseil, c'est de toujours anticiper cette question de l'apport via votre épargne et pour pouvoir concrétiser au mieux le projet par la suite. Cela dit, là, on parle vraiment dans les grandes lignes, puisqu'on sait tous que ça dépend évidemment. Il y a plein d'autres critères aussi qui sont pris en considération. Mais en tout cas, ces mesures, elles étaient déjà en place depuis 1 an et malgré ça, la demande et l'intérêt pour l'achat immobilier via un crédit restent très importants, d'autant plus que les taux, par contre, restent très bas. Là, on retrouve des taux qui sont quasiment ceux de l'avant-pandémie. Donc, ça reste toujours très intéressant de faire un crédit pour financer un projet immobilier et faire un effet de levier, donc qui va être très intéressant. Donc, voilà. Parfait, merci Marion. Allez, on va passer aux premières questions des internautes. Les internautes, posez bien vos questions. Donc, on a une question d'Arthur qui demande quelle est la différence entre LMNP, donc loueur meublé non professionnel, j'ai un petit peu de mal avec l'acronyme parfois, mais je l'ai bien dit là, et professionnel justement. Alors, je ne sais pas à laquelle de vous deux veut répondre. Léa, il faut que tu actives ton micro, pardon. On n'a pas encore les bons réflexes. Alors, le LMNP, c'est comme on va vous l'expliquer, c'est le loueur meublé non professionnel. Donc, ça répond à certains critères, à la différence du loueur meublé professionnel. Donc, il faut, pour arriver à ce niveau-là, il faut répondre à 3 critères essentiels, notamment le fait que les revenus, effectivement, dépassent 23 000 euros, que ce soit notre source de revenus principale. Donc voilà, il faut que ça réponde à ces critères-là. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de rester sur le statut LMNP, c'est-à-dire non professionnel. C'est un choix directement de l'investisseur. Donc, il y a un impact sur la fiscalité. En fait, à ces critères, finalement. Hein. Pardon ? Ah oui, pardon, je disais, il y a un impact sur la fiscalité, en revanche. Tout à fait. C'est-à-dire que là, il faut voir en fonction de la situation, si on est sur du LMNP ou du LMP, donc du professionnel, et en fonction de voir aujourd'hui sur quel déficit vous êtes. Donc là, c'est plus une question comptable. Donc là, vraiment à nous contacter pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui est le plus intéressant dans votre situation, si vous dépassez les 23 000 euros de revenus et surtout si vous répondez aux différents critères. Ok. Alors, j'ai l'impression, Marion, que c'est ton micro, en fait, qui… Ouais, ah oui. Oui, clairement, ça fait écho chez toi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, malheureusement, tu vas devoir fermer, rouvrir. Mais comme a dit Léa, on va prendre l'habitude de cette petite gymnastique. Les internautes continuent à poser vos questions. On a une question de Marlène qui est à Bangkok et qui demande, en ce qui concerne les résidences secondaires, donc qu'elle veut mettre en location en LMNP, quels sont les lieux, régions que vous conseillez en France? Alors, je ne sais pas, Marion, justement, si tu veux répondre à ce point. Alors, c'est vrai que, donc, comme on l'a expliqué un petit peu au début pendant la présentation, donc nous, Résidétudes, on propose donc des investissements en LMNP dans des résidences qui sont destinées à des étudiants ou à des personnes seniors. Donc, en l'occurrence, ce sont des emplacements que l'on sélectionne par rapport à des études de marché en vue de ces deux critères et qui s'adressent donc à ces résidents-là. Donc, nous, on est présents sur toute la France. En revanche, pour une résidence secondaire qu'une personne mettrait en location elle-même, là, en tout cas, je n'aurais pas de région spécifique, sachant qu'il y a plein de régions en France qui sont intéressantes. Il faut quand même savoir que le LMNP, si on souhaite en faire, il faut que la typologie de votre bien, elle corresponde à cette demande, hein, puisque c'est de la location meublée non professionnelle. Donc là, ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que c'est de la location saisonnière? Est-ce que c'est de la longue durée? Voilà. Là, je ne sais pas si toi, Léa, tu vois quelque chose à ajouter. Il faudrait voir aussi ce qu'est justement cette résidence secondaire quand on est sur des grandes maisons, etc., de pouvoir les louer en meublé. Il y a généralement moins de demandes que quand on est sur des logements un peu plus petits, type studio 2 pièces. Donc, il faudrait regarder effectivement la typologie de cette résidence secondaire. Justement, Marion, Léa, pardon, par rapport à la situation actuelle, est-ce qu'il y a des types de résidences que vous avez davantage privilégiées, les appartements étudiants, des résidences seniors? Alors, mon micro est allumé.
Oui, oui, c'est bon, on t'entend. Une fameuse petite gymnastique entre les deux. Alors, aujourd'hui, donc nous, on est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est vraiment spécialisé sur les 3 marchés, l'étudiant, l'appart-hôtel et le senior, depuis maintenant 30 ans. Alors, ces 3 marchés n'ont pas été impactés de la même manière pendant cette fameuse crise de la Covid. Donc le Covid a bousculé forcément des habitudes et amené des changements avec les fermetures des frontières, les fermetures administratives, ce qui a eu un impact principalement sur l'activité de la résidence de tourisme et de l'affaire, qui répond à un besoin là plus économique qu'ont les sociétés à pouvoir se déplacer facilement et surtout dans les meilleures conditions. Donc, ce marché, celui de l'appart-hôtel, est donc affecté directement par les décisions gouvernementales et les mesures impactant la mobilité des personnes. En revanche, la crise sanitaire a dans le même temps renforcé la demande sur d'autres secteurs d'activité, comme l'étudiant et le senior. Aujourd'hui, c'est donc principalement sur ces 2 marchés que nous nous positionnons. Depuis toutes ces années, les pouvoirs publics tentent de répondre à ces demandes croissantes, mais en étant soumises à des démarches longues, et elles vont plus lentement et mettent plus de temps à combler ces carences. C'est pourquoi des acteurs tels que Résidétudes ont pris part à ces marchés, permettant d'accompagner et de répondre plus rapidement à ces besoins. Donc nous, on a pris, en tant que gestionnaire, le parti de répondre à ces besoins démographiques qui ne cessent de se développer. Alors, ici, il s'agit vraiment de résidence principale, qui permet d'éviter l'isolement, que ce soit pour l'étudiant comme pour le senior, surtout en cette période de pandémie. Alors, le marché de l'étudiant, lui, c'est vraiment notre secteur historique. Il reste un secteur démographique en constante augmentation. C'est aujourd'hui plus de 1 600 000 étudiants chaque année à la recherche d'un logement. Donc, il s'agit donc de développer de nouvelles résidences avec des services répondant à ces besoins spécifiques. Peut-être que Marion, tu as quelque chose à ajouter sur l'étudiant. Faut que tu actives ton micro. Oh là là, désolée. Voilà. Oui, alors effectivement, par rapport à l'étudiant, comme le disait Léa, c'est un marché qui est en progression chaque année. Donc 2,1% par rapport à l'année précédente d'étudiants sur la rentrée 2020. On sait que sur la rentrée à venir, alors il y a eu un impact de la crise sanitaire, notamment par rapport à la réussite au bac. Ça, on sait que l'année 2020, donc il y a eu un fort taux de réussite du bac. Donc c'est pour ça qu'il y a une augmentation assez importante cette année sur le nombre d'étudiants. Mais cela dit, même en cas de réussite au bac un peu plus modérée, on reste quand même sur une augmentation de plus de 30 000 étudiants pour l'année à venir. Donc c'est vrai que c'est un marché qui est en croissance chaque année. Et si on regarde par rapport au logement étudiant, là on parle aujourd'hui d'une capacité d'accueil sur les résidences destinées à ces logements-là de 400 000 lits, et à peu près 130 000 en résidence privée. Donc ça représente 14%. Donc là on comprend bien la demande et la difficulté des étudiants à trouver un logement. Et puis il y a l'autre secteur, celui de la résidence senior. Moi, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, en tout cas sur l'étudiant. Mais... Non, c'est complet. Voilà. Par rapport aux seniors, donc puisque c'est vraiment ces 2 marchés-là par rapport à la demande qui augmente, notamment au sortir de cette crise. Là, c'est vraiment pour répondre à un besoin démographique également, puisqu'il y a un changement qui se passe dans la société ces dernières années. Les seniors, ils sont de plus en plus autonomes, avec des besoins aussi bien particuliers. C'est pour ça qu'on a créé donc des habitats sur mesure avec des services. Aujourd'hui, on propose à peu près 6 000 logements sur toute la France chez Résidétudes qui s'adressent à des seniors autonomes. Donc, si on prend quelques chiffres aussi, en 2030, on aura 23,4% de plus de 65 ans sur la population française et une augmentation en 2040 de 45% des plus de 65 ans par rapport à 2020. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment des besoins pour répondre à cette demande-là de plus en plus croissante. Voilà. Alors justement, Marion, quelle est la différence entre une résidence senior et un EHPAD ? Alors, la résidence senior et la résidence EHPAD sont vraiment 2 habitats qui sont très différents. Ce sont 2 investissements différents puisqu'on n'est pas propriétaire du même type de bien et le fonctionnement est lui aussi différent. Donc, sur la résidence senior, telle que l'on propose chez Résidétudes, ce sont des résidences non médicalisées qui s'adressent donc à des personnes autonomes et qui peuvent, si elles le souhaitent, adhérer à un certain nombre de services qui vont être proposés par la résidence. Donc, c'est vraiment un mode d'habitat intermédiaire
entre le domicile particulier et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle effectivement les EHPAD. C'est un logement d'habitation donc qui s'adresse donc à des personnes valides, semi-valides, plus de 60 ans, qui veulent plus avoir de contraintes d'habitation classique. Et ça permet aussi, bien sûr, d'éviter tout ce qui est isolement social, rupture sociale, hein, puisqu'elles sont à la fois chez elles et elles peuvent profiter donc des espaces communs dans un cadre convivial avec un personnel et des équipes sur place. Donc, ça permet d'être entouré, nouer des amitiés, garder une vie sociale. Ils sont locataires des logements, c'est à peu près du studio au T3. Ils peuvent amener leurs animaux de compagnie, bien évidemment. Et plus souvent, c'est des résidences qui se situent au centre-ville, avec les transports en commun, proches des commodités. Et puis, tout un nombre de services, type restaurant, remise, gymnastique, activités culturelles, etc., qui sont proposées. Très bien, merci pour ces précisions. Allez les internautes, posez vos questions, soyez pas timides, profitez d'avoir nos deux expertes, Léa et Marion, qui sont avec nous aujourd'hui pour aborder ce sujet de l'investissement en LMNP. J'avais une petite question, peut-être Léa, est-ce qu'on pourrait reparler des spécificités de ce statut et finalement replacer un petit peu, parce qu'après tout, vous êtes des experts, mais nos internautes ne connaissent pas forcément très bien, et nous dire en quelques mots plus précisément de quoi il s'agit. Alors, le fameux statut du loueur meublé non professionnel, hein, autrement dit le LMNP. Alors, le premier avantage de ce statut, c'est la gestion. Hein, ce statut, justement, séduit de plus en plus d'investisseurs expatriés, hein, notamment par l'accompagnement et la solution clé en main qu'elle propose. Alors, la gestion est confiée à un gestionnaire unique qui va exploiter cette résidence, en gérer les services et verser aux investisseurs un revenu régulier à travers un bail commercial de 9 ans. Donc, nous vous proposons un investissement clé en main en devenant finalement votre locataire. Et en tant que propriétaire, vous recevez un loyer net de charges courantes et également d'impôts. C'est l'autre grand avantage de cet investissement. Et donc, la fiscalité, c'est l'élément essentiel, c'est un sujet important, puisque le statut du LMNP est une solution qui vous permet d'échapper à la fiscalité sur vos revenus en France. Dans un investissement locatif classique, les loyers perçus sont imposés au taux d'imposition qui est entre 20 et 30%, et à cela s'ajoutent les prélèvements sociaux type CSG. Alors, hors Union européenne, ça s'élève à 17,2%. Donc là, on est vraiment sur un statut fiscal et comptable qui va permettre d'amortir les charges de votre investissement et donc de défiscaliser vos revenus locatifs pendant environ 20 ans, ou plus si on finance par un crédit. En règle générale, on a beaucoup de questions sur ces sujets, notamment la question de Romain précédemment, sur tout ce qui est imposition, statut, fiscalité. Donc vraiment, on vous invite à nous contacter directement si vous souhaitez une analyse complète de votre situation, et on mettra justement nos coordonnées à la fin du webinaire. Parfait, très bien. Je vais repasser la parole à Marion. Sur un investissement clé en main fait avec vos équipes, par exemple, est-ce que j'ai le choix de l'emplacement, du type de bien? Pardon, le micro, je suis désolé. Je suis désolée. Non, c'est pas grave, oui, effectivement, l'idée donc de ce statut de loueur meublé non professionnel et de l'accompagnement aussi qu'on propose Résidétudes, c'est justement de vous permettre d'avoir une totale liberté. Donc au départ, c'est déjà de bien faire le point avec vous, mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez le type d'investissement, évidemment l'emplacement par rapport aux différentes disponibilités, la taille du bien, le montant financier en fonction de votre cahier des charges. Donc, par rapport aux disponibilités et à ce que vous voulez faire, à ce moment-là, on peut voir les différentes possibilités. Mais c'est vous qui décidez de l'emplacement de votre investissement, bien sûr. Très bien. Léa, qui détermine le prix des loyers ? Alors, c'est Résidétudes qui détermine justement le prix des loyers. Alors, on a un modèle économique qui fait que aujourd'hui, on sait ce qu'on va garantir, sécuriser en tout cas aux propriétaires. C'est-à-dire qu'avant de construire une résidence, on a déjà déterminé le rendement en prenant en compte les études de marché ainsi que toutes les futures charges qu'on pourrait avoir dans une résidence. Et c'est grâce à ce modèle qu'on peut anticiper ces frais et qu'on a déjà fixé en amont le rendement. On parle essentiellement de rendement dans cette situation.
D'accord, très bien. Allez, les internautes, posez vos questions. On n'a pas beaucoup de questions aujourd'hui, alors que le sujet est extrêmement intéressant. Bon, moi, j'ai des questions, hein, donc ça tombe bien, mais c'est plutôt vous, les internautes, qui devez évoquer ces points et poser vos questions et peut-être par rapport à vos projets et vos interrogations autour de ces projets. Moi, j'avais une question, Marion. Alors, je suis désolé, mais je vais devoir te demander de réactiver le micro, effectivement. Bien sûr. Si j'ai déjà des biens en France, des appartements en France, est-ce que je peux bénéficier des services de Résidétudes? Alors, non, malheureusement, parce que comme je disais tout à l'heure, effectivement, donc Résidétudes, nous, on est à la fois commercialisateur, promoteur et gestionnaire. Donc, on va principalement gérer les biens dont nous sommes nous-mêmes à l'initiative. Donc, on ne va pas gérer des biens que vous pourriez avoir, puisque ce sont donc ces études de marché qui nous permettent de définir les différents emplacements que l'on va sélectionner de façon à vraiment répondre à des besoins qui soient soit de l'ordre de la résidence étudiante, soit de la résidence senior, pour ensuite assurer les loyers à nos propriétaires. Donc, on ne va pas gérer de biens indépendants. D'accord, ok, très bien. On arrive bientôt à la moitié du webinaire. Rassurez-moi les internautes, mettez-moi une petite question. J'espère que ça marche. Oui, voilà, Marie vient de poser une question. Voilà, ça me rassure parce que je voyais plus de questions, donc ça marche. Donc c'est l'essentiel. Alors, justement, Marie, elle demande, peut-on vendre le logement LMNP avant la fin du bail commercial? Le bail est-il obligatoirement d'une durée de 9 ans? Qui veut répondre? Léa? Alors oui, tout à fait. Bonjour Marie. Oui, bien sûr, hein, vous pouvez vendre votre logement à tout moment. C'est l'avantage ici, c'est que vous êtes totalement libre de pouvoir vendre votre appartement à tout moment, que ce soit dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus. Alors, soit vous passez par nos services, ça vous permettra justement de vendre votre bien. On est en contact avec des investisseurs tous les jours, donc on a peut-être plus de chances de trouver un investisseur. Comme vous pouvez également vendre de votre côté. Vous êtes totalement libre au niveau de la revente à ce sujet. Alors le bail, il est bien de 9 ans, reconduit tacitement, c'est-à-dire dans les mêmes conditions. Ce bail commercial, vous sécurisez un loyer, vous n'aurez pas de charges à prévoir, tout ce qui est charges de copropriété, frais de syndic, etc. Donc, c'est essentiel pour vous qui êtes expatrié de ne pas justement gérer les soucis locatifs qu'on peut avoir dans un investissement classique. Très bien. Marion, on a une question de Thierry qui demande quelle est la fourchette de prix pour l'achat en LMNP. Alors, au niveau de la fourchette, elle est assez large puisque comme on est sur plusieurs types de résidences, sur des typologies aussi qui sont différentes, disons qu'on va avoir tout ce qui est budget, ça démarre autour des, on va dire 70 000, 80 000 euros. Si on prend un petit peu les frais d'acquisition aussi, ça va vraiment dépendre aussi des disponibilités du moment. Là, on sera plutôt sur tout ce qui est logement étudiant et puis des projets qui peuvent aller jusqu'à 300, 400 000 euros. Ça dépend de l'emplacement. Sachant que nous, Résidétudes, on est présent un petit peu sur toute la France. Donc là, l'idée, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on fonctionne comme ça, d'abord réaliser une étude, définir un petit peu quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs et à partir de là, voir quel type de projet est-ce que l'on peut vous proposer. Mais la fourchette d'investissement, elle est quand même assez large. Très bien. Patrice pose une question. Patrice, il a Moulins, donc j'imagine Moulins dans l'Allier. Il demande quels sont les rendements locatifs que vous proposez. Je ne sais pas, Léa, si tu veux répondre. Alors, ça varie en fonction du type de résidence. Aujourd'hui, comptez entre une moyenne en termes de rendement autour de 3,90% de rendement net, puisqu'on évoque surtout un rendement où vous n'avez pas de charge ici. Ça, c'est important de prendre en compte ces points-là, parce que sur le marché de l'immobilier classique en général, on évoque surtout un rendement brut et non un rendement net. Alors, rendement brut, c'est donc les loyers sur le montant de l'investissement multiplié par 100. Sauf qu'on oublie de retirer en général toutes les charges qu'on peut avoir. Et ça, c'est important parce que des fois, un investissement locatif génère beaucoup de travaux, par exemple, tout ce qui est vacances locatives, etc. Donc, tous ces points-là, il faut pouvoir les retirer du loyer sur justement le montant de l'investissement pour calculer son rendement net. C'est très important. Très bien, merci. Donc, j'ai bien compris, c'est 3,9% net, c'est ça.
D'accord, parce que ça fait un petit bug, donc je veux être bien sûr d'avoir bien entendu et que nos internautes aient bien entendu aussi. Parfait, merci Léa. Une question d'Adrien, peut-être pour Marion. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de projet d'investissement réalisé récemment? Allez. Alors, un exemple concret, ça demande quand même de pouvoir faire une simulation. Donc là, c'est quelque chose qu'on va malheureusement pas pouvoir complètement développer comme ça, parce que c'est vrai que ça demande d'avoir un petit peu plus d'outils. Peut-être que Adrien peut préciser exactement qu'est-ce qu'il souhaite savoir par rapport à sa question, puisque c'est très large. Donc voilà. Peut-être je parlais uniquement de projet ou de situation financière, un montage financier. En tout cas, s'il parle de projet, aujourd'hui, chez Résidétudes, on a un certain nombre de projets. Il faut compter à peu près une quinzaine de projets en construction et une centaine dans l'ancien, dans le service revente, en fait. Donc, on a de quoi proposer à nos investisseurs des investissements aujourd'hui. Parfait. Allez, on continue avec les questions des internautes. Posez bien vos questions, les internautes. On a la chance d'avoir Léa et Marion encore une petite demi-heure avec nous pour ce webinaire. Eric, qui est au Canada, demande quels sont les critères pour choisir d'investir soit dans une résidence étudiante, soit senior, soit autre. Donc, est-ce qu'il y a des critères spécifiques, peut-être par rapport à l'apport, peut-être par rapport à également la projection qu'on peut se faire dans la durée, j'imagine. Qui veut répondre? Marion? Alors, au niveau du fonctionnement, disons que le fait d'investir soit en résidence étudiante ou en résidence senior ou autre, ça va principalement dépendre du montage qui va être fait. Parce qu'au niveau du fonctionnement, c'est exactement la même chose. Que vous soyez propriétaire sur une résidence étudiante ou sur une résidence senior, le fonctionnement au niveau de la gestion et au niveau du bail locatif, ça va être exactement le même. Après, c'est le montant de l'investissement qui sera pas tout à fait le même, puisque l'étudiant, ça permet donc d'être sur des logements un petit peu plus petits, donc des budgets aussi un peu moins importants par rapport à du senior, où là, on commence sur des budgets qui sont un petit peu plus élevés. Donc c'est principalement ça le critère. Mais là, en tout cas, la chose principale pour choisir son investissement, en tout cas, c'est vraiment aussi d'identifier les objectifs. Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez réaliser ce projet d'investissement? Il y a plein d'objectifs qui sont atteignables, notamment avec un investissement en LMNP, que ce soit pour se constituer une épargne pour un projet futur, un patrimoine immobilier, sécuriser aussi une future retraite avec des revenus réguliers. Ça, c'est aussi un sujet qui est très important, surtout pour les non-résidents, ou tout simplement percevoir un revenu avec une fiscalité aussi intéressante. Donc voilà. Donc, au niveau du choix entre la typologie des biens, ça, c'est vraiment en fonction du montage financier. Après, au niveau de l'objectif pour l'investissement, ça, c'est aussi un des critères importants. Je ne sais pas si Léa, tu veux rajouter quelque chose? C'est complet. Okay, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus, Eric, si vous voulez nous donner un petit peu votre cas ou un petit peu comment vous vous projetez. N'hésitez pas à poser votre question dans le chat et Marion et Léa pourront y répondre peut-être encore plus précisément. Moi, j'avais une question avant de poursuivre avec les questions des internautes, puisque du coup, évidemment, l'immobilier, c'est une façon d'optimiser son épargne. Et en quoi c'est plus avantageux ou plus intéressant que des placements plus classiques? Je pense notamment à des placements bancaires ou en actions. Je ne sais pas, Léa, si tu veux répondre sur ce sujet. C'est vrai que de manière générale, si on fait le point aujourd'hui sur les supports bancaires qui s'offrent à nous aujourd'hui en France, on va avoir tout d'abord les livrets. Alors, c'est des supports qui ne sont pas rentables. C'est uniquement en général un support bancaire qui nous permet d'avoir des liquidités disponibles. Ensuite, on va avoir l'assurance vie en fonds euros garantis. Alors là, ici, on ne parle pas d'unité de compte, c'est-à-dire des placements en bourse un peu plus risqués. On va avoir des taux de rendement à moins de 1,5% net. Ensuite, on a également tout ce qui est actions, bourse. Alors ici, on sort totalement de l'idée de sécurité avec une possibilité de rendement plus importante, mais qui ne sera pas sécurisée et donc beaucoup plus sensible à des situations de crise ou de choc économique. Si on prend l'exemple d'un PEL aujourd'hui, ouvrir un PEL en 2021, ça offre un taux de garantie de 1%, à condition bien évidemment de respecter les versements réguliers. Alors, les intérêts étant soumis à la flat tax, tout ce qui est cotisation sociale et impôt sur le revenu. Autrement dit, on passe de 1% à 0,7% net d'impôt par an. Alors, juste pour que vous ayez une idée, il faut 100 ans pour doubler ce capital.
Voilà, en conclusion, tous ces supports proposés par votre banquier, ils sont intéressants. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais uniquement pour garder des liquidités et non pour faire fructifier son argent, hein, si on souhaite rester dans un cadre sécuritaire. Ouais, c'est de l'épargne de précaution. Tout à fait. Très bien. Allez, les internautes, posez bien toutes vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay sitôt la fin du webinaire. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas assister à l'intégralité ou si vous voulez également le recommander à d'autres ou pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps et si vous avez raté le début, vous pourrez évidemment le revoir. Moi, je voudrais savoir, Léa, quelles sont les différences entre le LMNP et les SCPI ? Ah, c'est vrai que c'est une très très bonne question parce que on entend beaucoup parler, hein, surtout par les expatriés justement, parce que c'est une solution simple. Hein. La SCPI, c'est pour les non-résidents, c'est un confort de gestion. Mais c'est vrai qu'il faut bien savoir de quoi on parle. Hein. C'est en réalité un statut qui est assez hybride, ce qu'on appelle autrement la fameuse pierre-papier. C'est-à-dire qu'une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. C'est-à-dire qu'il s'agit de parts que l'on achète dans une société qui possède des biens immobiliers. C'est une forme d'investissement où il n'y a pas d'acte de propriété signé chez un notaire. Hein. Vous n'êtes pas propriétaire d'un bien précis. Alors l'avantage, c'est que vous avez un ticket d'entrée qui est bas, avec un confort de gestion. Hein, vous qui êtes expatrié, c'est l'idéal. C'est-à-dire que c'est la société qui est propriétaire de ce parc immobilier, qui se charge de tout gérer. Mais à côté de ça, vous avez des inconvénients, notamment les coûts de gestion et les frais de souscription qui peuvent parfois être assez élevés. Alors, quant au taux de rendement brut, celui-ci, on l'évoque brut, il est non garanti. C'est-à-dire que le rendement que vous percevez dépendra de la performance de la société. La crise nous l'a confirmé avec parfois des rendements, hein, malheureusement, qui ont été divisés par deux, notamment pour tout ce qui est CPI en bureau, par exemple. Là, étant donné que les rémunérations se font en fonction de la performance du gestionnaire, soyez vraiment vigilants avant d'investir sur ce type de support. Et de l'autre côté, vous avez l'investissement immobilier, hein, c'est-à-dire l'investissement pierre, où là, vous avez un acte de propriété, hein, vous signez un numéro de lot bien précis hein, chez le notaire. C'est une valeur sûre, puisque c'est de l'investissement hein, qui offre aujourd'hui le plus de sécurité, c'est-à-dire le meilleur ratio rendement-risque, avec la constitution d'un patrimoine qui va se valoriser dans le temps. Et c'est vrai qu'en tant que non-résident, hein, ce qui vous freine en règle générale à vous lancer sur l'immobilier, c'est principalement la distance, le manque de connaissance du marché et la contrainte de gestion. Donc l'avantage, c'est qu'avec toutes ces solutions d'accompagnement aujourd'hui, qui sont totalement adaptées à votre situation d'expatrié, vous pouvez aujourd'hui investir et vous pencher justement sur des solutions plutôt clés en main idéales hein, dans votre situation. Très bien, merci Léa. Daniel nous dit bonjour. Bonjour Daniel, n'hésitez pas si vous avez une question, on sera là pour y répondre. Marion, moi je me partais d'un cas de figure, par exemple, si nos internautes ou si quelqu'un souhaite préparer sa retraite, est-ce que cette solution LMNP est adaptée ? Bien sûr. Alors en effet, hein, comme on l'a évoqué, puisqu'en tant qu'expatrié, c'est la retraite, c'est un sujet qui est très important. Quand on travaille à l'étranger, on cotise du coup plus de la même manière. Seule exception si on est encore envoyé par un employeur français pour une durée assez courte, mais c'est quand même rarement le cas. Donc, alors il y a plusieurs façons pour la retraite. Vous pouvez aussi cotiser sur des caisses de Français de l'étranger, mais ça va vraiment dépendre des droits que vous avez acquis en France. Et puis, si on fait l'essentiel de sa carrière à l'étranger, c'est pas forcément le plus avantageux. Donc, la solution en LMNP, ça va vous permettre d'anticiper cette retraite, puisque vous pouvez profiter, en vous y prenant en amont, de l'effet de levier du crédit, ou alors en plaçant vraiment des fonds avec comme objectif de percevoir un revenu plus immédiat. L'idée, c'est que ça vous permette donc de générer des revenus sans avoir toutes les contraintes de gestion, comme on a pu l'évoquer, avec des rendements qui sont quand même beaucoup plus intéressants que ce qu'on peut avoir sur du sécuritaire plus classique, et avec une fiscalité qui est avantageuse sur les revenus perçus. Donc, peu importe l'âge, le profil, si on est en fin de carrière, en début de carrière, etc., le LMNP, c'est une solution idéale pour anticiper cette retraite et la baisse de revenus à venir.
Très bien. On a une question de Romain qui pose la question en fait, de l'accès à l'emprunt bancaire pour les non-résidents. Est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compliqué ou finalement pas tant que ça? Je ne sais pas qui veut répondre. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc oui, c'est possible, bien sûr. Il y a beaucoup d'expatriés qui investissent et qui font recours à un crédit. La seule chose, c'est comme on disait, c'est qu'il y a certaines recommandations qui ont été faites depuis fin 2019 déjà, donc c'est pas spécifiquement non plus lié au Covid. Donc ce qui est bien, c'est d'anticiper. Il y a quelques éléments à anticiper, notamment le fait l'épargne qui permettent d'avoir un peu d'apport, ou alors en tout cas de bloquer une somme, une épargne de sécurité, etc. La question du taux d'endettement qui sera toujours aussi analysé par les banques. Donc là, le mieux, c'est vraiment d'étudier avec vous par rapport à votre situation, qu'est-ce qui est envisageable et ce qui est possible de faire. Mais le crédit est possible quand on est non-résident, bien sûr. Il y a seulement des petites choses à ajuster. Un point fort pour nous, c'est qu'on va pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que quand on investit, qu'on n'est pas sur place, on achète un appartement, on est totalement libre malheureusement, mais de l'autre côté, on n'est pas sur place pour pouvoir un petit peu nous aider dans ces démarches-là. Donc nous, on va pouvoir vous accompagner, vous trouver des partenaires bancaires, vous apporter tout simplement notre retour d'expérience en vous disant si c'est intéressant ou non. Donc ça, c'est très important. Et si c'est pas forcément intéressant, peut-être continuer les recherches dans ce sens-là. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, notre accompagnement à nous, il est totalement gratuit. L'idée, c'est vraiment de trouver la meilleure solution en termes de financement pour vous. Et il me semble que Romain nous demandait si on a eu des retours d'expérience de personnes qui ont pu souscrire à des emprunts bancaires. Oui, on en a tous les mois. Donc oui, comme on a notre clientèle expatriée, on va les accompagner. Donc forcément, on va faire en sorte que on arrive au bout de cet investissement, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver un financement qui soit adapté aux besoins. En tout cas, il faut utiliser le levier de crédit au maximum. Ça, c'est une évidence. Avec les taux aujourd'hui qui sont très bas, il faut vraiment au maximum utiliser ce levier de crédit. Et nous, on encourage nos investisseurs à utiliser ce levier de crédit, même s'il y a un petit peu d'apport qu'ils souhaitent placer. Ça, c'est toujours intéressant de placer son apport, mais à côté d'utiliser le levier, c'est très intéressant. Très bien, merci Léa. On a une question de Patrice qui demande: peut-on passer l'achat d'un bien immobilier locatif acheté sous loi Censi-Bouvard au statut LMNP? Alors, je ne sais pas, Marion, si tu veux répondre. Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le statut du Censi-Bouvard est lié au fait d'être en LMNP. C'est parce que vous êtes en location meublée non professionnelle que vous avez accès à cet avantage de défiscalisation qui est celle du Censi-Bouvard. Donc, vous êtes déjà en statut LMNP, mais simplement, vous avez choisi une option qui est celle de la réduction d'impôt. Donc, du coup, voilà, peut-être que ça demanderait de préciser exactement votre question, mais en l'occurrence, si vous avez bénéficié du Censi-Bouvard, c'est que vous êtes sous ce statut LMNP. Je ne sais pas si tu veux préciser. Alors, peut-être que la question de Patrice, c'était justement de pouvoir basculer du Censi-Bouvard à l'amortissement. Et si c'est cette question-là qui nous pose, malheureusement, non. Vous ne pouvez pas profiter de deux avantages fiscaux. Très bien. Moi, j'ai une question, Léa. Est-ce qu'il y a un marché pour la revente sur ce type d'investissement? Si j'investis chez vous, par exemple, en LMNP, est-ce que c'est facile de revendre les biens? Bien sûr, oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, de toute façon, on va vous accompagner, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure. Mais il y a un réel marché dans l'ancien. C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous accompagner lors de la revente. Le jour où vous décidez de vendre, vous passez soit par Résidétudes ou vous vendez de votre côté. Le futur acquéreur qui reprendra la continuité du bail commercial, lui, de son côté, profitera à son tour d'avantages fiscaux. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a un attrait important sur ce marché. Je prends l'exemple qu'on a eu juste avant de Patrice qui a un appartement en Censi-Bouvard, par exemple. S'il décide de revendre à la fin de sa défiscalisation, c'est-à-dire au bout de 9 ans, 10 ans, le futur acquéreur, lui, celui qui va racheter son appartement, va pouvoir encore profiter d'un avantage fiscal, notamment celui de l'amortissement, c'est-à-dire d'échapper à l'impôt sur les revenus locatifs.
Et c'est de cette manière, justement, qu'on a une très grosse demande également dans l'ancien, dans la revente. À ce sujet, Didier demande quel temps faut-il prévoir la revente? Enfin, plus exactement, c'est est-ce qu'il vaut mieux revendre à la fin du bail ou est-ce qu'il y a un coût supplémentaire si on vend en cours de bail? Alors, vous pouvez revendre à tout moment, comme j'ai pu vous l'expliquer. En général, sur une revente, il faut prévoir entre 4 à 6 mois pour qu'on trouve un acquéreur et que l'acquisition se fasse. Et les avantages fiscaux sur le marché de l'ancien, c'est essentiellement l'amortissement, c'est-à-dire le fait que vous échappez à l'impôt sur vos revenus locatifs perçus en France. D'accord. Mario, en cas de retour en France, puisque là on parle à des expatriés dont certains rentreront en France, est-ce qu'il y a un impact fiscal? Est-ce qu'il est possible aussi de récupérer le bien, par exemple, pour s'y loger? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, de manière générale, effectivement, quand on est expatrié et qu'on rentre en France, ça va avoir une incidence fiscale, puisqu'à ce moment-là, vous allez être soumis à la fiscalité française. En revanche, l'avantage fiscal dont vous bénéficiez sur le statut de LMNP par rapport à l'amortissement qu'a expliqué Léa, ça, c'est pas un avantage fiscal qui est lié à votre situation de non-résident. Donc, que vous soyez à l'étranger ou que vous rentriez en France, même si vous repartez après, ça change rien sur la fiscalité qui est en cours sur votre bien. Donc, par rapport à l'autre aspect de votre question, ce projet d'investissement, c'est destiné à être un investissement immobilier locatif. Donc, on ne va pas faire cet investissement dans le but de le récupérer pour en faire une résidence principale ou secondaire. Par contre, comme vous êtes propriétaire résidétude, lors de votre retour en France, vous avez plusieurs choix qui sont possibles. Soit de le conserver pour vous permettre de percevoir donc des revenus avec une fiscalité avantageuse, soit de revendre le bien et à ce moment-là, de choisir une future résidence principale avec des critères qui sont pas les mêmes que ceux qu'on va mettre en avant ou qu'on va privilégier pour de l'investissement locatif. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en tant que propriétaire donc chez Résidétudes, vous faites partie donc du réseau Résidétudes et vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages, notamment celui d'une priorité d'accès. Donc, vos enfants peuvent en profiter. Si, mettons, vos enfants doivent venir en France faire leurs études et que vous voulez leur trouver un logement qui soit sécurisant, ou bien pour vos proches parents, pour une résidence, mettons, dans un logement senior, ou même pour vous, lors de vos éventuelles venues, ou même au moment de votre retour, dans une résidence tourisme d'affaires, puisqu'on a un peu plus de 250 résidences sur toute la France. Donc, voilà un petit peu les différents avantages que l'on propose. Très bien, on va aborder les 10-15 dernières minutes de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, posez bien toutes vos questions. On va arriver aux dernières questions. Je vois Didier qui nous a posé là plusieurs questions à la suite. Demande si en fait, à la revente, il y a parce qu'aujourd'hui, les prix au mètre carré sont assez élevés. Est-ce qu'il y a une décote ou est-ce que finalement, les prix restent assez élevés au moment de la revente? Alors, c'est une très bonne question, Didier. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas répondu à votre question sur le coût supplémentaire si on vendait en milieu du bail commercial. Non, il n'y a pas de coût supplémentaire, juste pour précision par rapport à ça. Et donc, le prix au mètre carré en neuf est assez élevé par rapport à un achat similaire en direct. Non, là, on reste sur le prix du marché, le prix immobilier classique. Donc, ça, il faudrait qu'on puisse comparer. Est-ce que vous avez remarqué, en tout cas, si vous, dans votre situation, vous avez remarqué que c'est assez haut par rapport au marché, je vous invite à nous donner plus de précision. Peut-être un exemple dans votre situation. En tout cas, pour les projets Résidétudes, ici, on est en résidence de service. Donc, forcément, on achète un appartement, mais on achète également tous les services qui s'ajoutent à ça. En tout cas, l'investissement. Très bien. Arthur demande, Marion, peut-être que vous pourrez répondre. Oui, pour un achat en neuf en tant que non-résident, est-il possible de récupérer la TVA ? Oui, alors effectivement, ça c'est également l'un des avantages sur l'achat, donc notamment en LMNP, c'est que vous allez à ce moment-là pouvoir récupérer donc les 20% de TVA et donc que vous soyez résident ou non résident, c'est la même règle, sachant que Résidétudes sur ce point-là va même vous permettre de ne pas financer cette TVA puisqu'on va l'avancer pour vous et donc vous évitez d'avoir à la financer. Ce qui est intéressant, ça si on fait un crédit, puisqu'à ce moment-là, vous ne financez que le bien hors taxe. Donc, vous bénéficiez bien de cet avantage-là, même en étant non-résident, bien sûr.
Très bien. On a une question de Didier à nouveau qui demande: un gestionnaire peut-il arrêter de gérer la résidence? Et dans ce cas-là, que se passe-t-il pour les propriétaires? Je ne sais pas si Marion, tu veux répondre peut-être? Alors, oui, en l'occurrence, alors ce qui sécurise votre investissement, c'est principalement parce que vous êtes propriétaire d'un appartement. Donc, si demain le gestionnaire disparaît ou ne se charge plus de la gestion de votre résidence, bah, de toute façon, vous êtes propriétaire d'un bien, en l'occurrence d'un bien qui est indépendant, dans une résidence classique, même si un certain nombre d'espaces, notamment souvent au rez-de-chaussée, sont destinés à proposer des services, rien n'empêche que demain, cette résidence devienne une résidence d'habitation tout à fait classique. Donc, à ce moment-là, il faudra voir de quelle façon les différents propriétaires souhaitent s'organiser. Voilà. En l'occurrence, bon, nous, Résidétudes, notre cœur de métier, c'est d'être gestionnaire exploitant. Donc, notre intérêt, c'est que tant que vous êtes propriétaire de ce bien, c'est de continuer à être votre locataire, et y compris au moment de votre vente, puisqu'on vous accompagne pour également aussi accueillir les nouveaux propriétaires. C'est ça surtout aussi l'intérêt. Donc voilà. Mais dans tous les cas, vous êtes propriétaire d'un bien. C'est là où vous sécurisez votre capital, c'est que vous êtes sur de la pierre. Très bien, merci Marion. Allez, les internautes, il nous reste une petite dizaine de minutes. Posez vos dernières questions à Léa et à Marion qui sont là pour répondre. Moi, j'avais une question, Léa, qui concernait en fait les frais et votre accompagnement, c'est-à-dire les frais liés à votre service. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est des pourcentages? Enfin, comment ça se passe en fait très concrètement? Alors non, c'est pas payant, Hervé, en fait. Hein. L'investissement en LMNP au sein d'une résidence de service, c'est pas le même fonctionnement qu'un investissement en locatif classique, hein, qui serait géré par une agence, comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment. Alors, le rendement qui vous est versé est net, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de gestion qui vous sera prélevé. Et comme on l'a pu l'expliquer, hein, notre cœur de métier, c'est la gestion et l'exploitation des résidences. Et donc, la proposition de services au sein de cette résidence. Donc, c'est donc la différence entre le loyer versé au propriétaire et le loyer versé par le locataire à Résidétudes, en fonction des services dont ils souhaitent bénéficier, hein, qui nous permet justement de nous rémunérer. Donc, c'est de cette manière qu'on peut proposer des logements propres, entretenus, avec des hauts critères de qualité, hein, pour nos locataires, tout en sécurisant un revenu régulier. Donc, dans l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner dans votre investissement du début, hein, jusqu'à la fin, et que ce soit totalement gratuit, hein, et que surtout vous ayez un interlocuteur attitré, hein, tout au long de cet investissement, même s'il dure 20 ans. Alors, quand je suis à l'étranger, par exemple, je peux tout à fait réaliser cet investissement sans avoir vu, par exemple, l'appartement et sans m'occuper du tout de la gestion des travaux. Donc, comment je peux suivre ça à distance, en fait? Enfin, vous avez l'habitude, forcément. Tout à fait. C'est vrai que surtout… Pardon? Non, vas-y. Surtout que le logement est très réglementé en France. Hein. C'est pourquoi tous nos chantiers sont garantis par une banque. C'est ce qu'on appelle la garantie financière d'achèvement, c'est-à-dire que si le promoteur met la clé sous la porte, hein, vous avez la garantie que la construction sera terminée par une banque qui se porte justement garant. Et avec le cercle Résidétudes, hein, vous pourrez suivre l'avancée de votre chantier avec des photos qui sont publiées tout au long de la construction, en règle générale à chaque appel de fonds. En fait, c'est un site qui est uniquement dédié à nos propriétaires où ils peuvent suivre l'avancement des chantiers, bénéficier de nombreux avantages et surtout d'être informés en avant-première de nos actualités et événements. Alors, on a une question de Marcella, je pense connaître la réponse, mais je vais m'en assurer auprès de Marion qui demande est-ce que les étrangers peuvent aussi investir? Oui, bien sûr, c'est ouvert aux investisseurs expatriés comme aux investisseurs étrangers. Donc, ça, il faut après étudier votre projet et voir ce qui est faisable, mais bien sûr. Voilà, bienvenue Marcella. Romain nous demande en fait, donc c'est un peu plus technique, mais il nous demande en fait, pour toute personne exerçant une activité de location meublée à titre professionnel, il doit être inscrit au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Je ne sais pas Marion, est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot à ce sujet? Alors ça, c'est toutes les questions plus spécifiques sur la fiscalité. Donc, c'est vrai qu'en plus, sachant que l'accompagnement qu'on propose se fait aussi au niveau de la déclaration fiscale et comptable, notamment, puisqu'on travaille avec un cabinet comptable qui est spécialisé sur le LMNP, et donc qui vous accompagne sur toutes ces déclarations et sur toutes les choses donc obligatoires que vous avez à faire pour bénéficier des avantages de ce statut.
Donc, peut-être Léa, si tu veux préciser là-dessus, parce que c'est déjà plus... Là, c'est vraiment au cas par cas. De toute façon, quand vous déclarez vos revenus LMNP, vous avez deux possibilités. C'est soit de déclarer au microbique ou alors au régime réel. Donc là, en fonction, il faudrait voir par rapport à votre situation qu'est-ce qui est le plus intéressant en fait. Et ça, oui, on le verra ensemble. Hein. Romain, n'hésitez pas. J'ai vu que tout au long du webinaire, vous avez posé pas mal de questions assez précises, donc ça doit répondre vraiment à votre situation. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous hein, pour qu'on puisse vous apporter des réponses qui seront plus adaptées à votre situation surtout. Allez, on va aborder les dernières minutes du webinaire. Si vous avez une question, c'est le moment. Moi, j'avais une petite question. C'était par rapport, en fait, du coup, avec la crise, on a vu beaucoup se développer les cours en distanciel pour les étudiants. Et du coup, je me demandais si ça avait eu un impact sur la demande sur les résidences étudiantes, si elles avaient si elles rencontraient toujours le même succès, même si j'ai bien compris qu'il y avait un vrai déficit de logement. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, hein, avec le Covid et tout l'impact de manière générale, la restriction des déplacements, etc. Donc, ça a accéléré la mise en place des procédures et notamment à distance. Et pour les étudiants, ça n'a effectivement pas fait exception. Donc, ce qu'on a pu voir au premier confinement, notamment, donc il y a eu pas mal d'étudiants qui ont eu la possibilité de retourner vivre chez leurs parents, mais pas la majorité d'entre eux. Hein. Il y en a aussi la grosse majorité qui a fait le choix de rester étudier, donc soit dans leur résidence, soit dans les logements où ils étaient. Donc ça dépend vraiment de la situation. Léa aussi l'a abordé tout à l'heure. Hein, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont restés aussi pour rester proches des universités, parce que même si beaucoup de cours se sont passés en distanciel, il y a quand même toujours des cours en présentiel. Pas beaucoup en fonction des différents domaines d'études, mais il y en a quand même eu, donc il y a quand même un besoin d'être proche des universités. Ce qu'on a pu observer sur la rentrée 2020-2021, c'est qu'effectivement, on a eu une baisse de demande, notamment d'étudiants étrangers. Donc là, je parle vraiment internationaux, même hors UE. En revanche, on a eu une augmentation aussi de la demande de nos étudiants français pour des résidences étudiantes telles que ce qu'on propose, donc en meublé, notamment parce que ça répond aussi à un certain confort du fait déjà de bénéficier d'un logement qui est déjà tout prêt, avec des fournitures, avec aussi des services, et puis de se retrouver à plusieurs étudiants de la même université dans une même résidence. Le fait de pouvoir partager aussi un certain nombre d'espaces communs, il y a beaucoup d'étudiants français qui du coup se sont tournés vers cette solution-là. Donc finalement, même malgré la crise actuelle et l'impact qu'il y a pu avoir sur les étudiants au niveau des cours, il y a toujours une demande qui est très importante en fait pour pouvoir quand même malgré tout se retrouver proche des universités et de partager aussi avec d'autres étudiants du même cursus. Ça c'est aussi très important. Parfait, merci. Mais écoutez, et oui, Léa, tu veux ajouter quelque chose, non? Non, c'était complet. Bon, parfait. Écoutez, je vous remercie toutes les deux. Merci les internautes. On arrive au terme du webinaire. Je vais vous passer la parole peut-être à tour de rôle, et puis je vais remettre le slide avec les contacts pour que les internautes puissent prendre note de vos contacts. Bien sûr. Slide, oui, c'est parfaitement le bon slide. Donc, Léa, peut-être un petit mot de conclusion. Alors, un petit mot de conclusion sur le webinaire en général. Hein, ce qu'il faut retenir, c'est que pour vous, en tant qu'expatrié, il faut vraiment choisir des solutions qui puissent vous permettre d'être accompagné. C'est vraiment essentiel. Et puis, dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, étant donné que les taux de crédit sont intéressants, je vous invite vraiment à investir, à commencer à pour certains, préparer leur retraite, à se constituer un patrimoine. Donc, n'hésitez pas dans ce genre de situation à nous contacter. Les informations pour nous contacter sont affichées, que ce soit par téléphone ou par mail. Et on pourra justement répondre au mieux à vos attentes, parce qu'on a vu dans ce webinaire qu'il y avait beaucoup de questions spécifiques. Donc vraiment, pour ça, je vous invite vraiment à nous contacter. Très bien. Donc, effectivement, la page de contact s'affiche bien. Les internautes, je pense que vous la voyez. Marion, si j'ai bien compris, le
LMNP tire bien son épingle du jeu. Hein. Ben oui, dans cette situation effectivement qui est très particulière et qu'on traverse maintenant depuis plus d'un an et demi, le LMNP continue de tirer son épingle du jeu par rapport aux investissements tout en étant sur un projet sécuritaire et qui répond à beaucoup d'objectifs. Donc voilà, c'est intéressant d'étudier un peu plus en détail ce qui est possible de faire. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Léa Callan, Marion Fougeret, donc conseillère en immobilier d'investissement chez Expat Invest by Résidétudes, comme vous le voyez ici. Merci à tous les internautes pour avoir assisté à ce webinaire. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay dans quelques instants. Vous allez recevoir un mail. N'hésitez pas à le partager à vos connaissances, vos amis, vos connaissances qui pourraient être intéressés par le sujet. Il y aura également un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube MBD également que vous pourrez partager. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres webinaires et puis dans les colonnes du petitjournal.com. Encore merci Léa, encore merci Marion. Merci Hervé, merci pour votre invitation et merci à toutes et tous d'avoir participé. Au revoir. Au revoir.